Célébrée chaque 10 décembre de l'année, la Journée internationale des droits de l'homme marque l'anniversaire de l'un des engagements mondiaux le plus important en RDC. Le bilan reste préoccupant et en ce qui concerne la condamnation à la peine capitale, Nera Kaninda, défenseur de droits de l'homme, estime que les Koulouna ont droit à la réinsertion sociale. La première ministre Judith Suminwa-Tuluka a ouvert le forum régional de la CEAC sur l'enseignement de la formation technique et professionnelle EFTP, organisé à Kinshasa en partenariat avec l'UNESCO et le ministère de la formation professionnelle. Cet événement réunit experts, entrepreneurs et décideurs pour positionner les FTP comme levier clé du développement régional. Chaque 10 décembre de l'année, le monde célèbre la Journée internationale des droits de l'homme qui marque l'anniversaire de l'un des engagements mondiaux le plus important, la Déclaration universelle des droits de l'homme, un document fondateur qui a proclamé le droit inaliénable de chaque individu en tant qu'être humain sans distinction de race, de religion, de sexe ou de langue. Le thème à retenir pour cette année est nos droits, notre avenir maintenant. Partant de ces thèmes, la situation de droits de l'homme en RDC reste préoccupante. Selon Nera Kaninda, défenseur des droits de l'homme, souligne que ce droit joue un rôle essentiel en tant que force préventive, protectrice et transmettrice pour le bien commun. Comme vous le savez, les droits de l'homme sont des idéaux, des vertus qui doivent être promus par chacun de nous. Et il est de la responsabilité de chaque citoyen congolais de pouvoir promouvoir et défendre les droits de l'homme afin de s'assurer que les débiteurs qui est en reste l'État congolais, qu'il puisse assurer ses responsabilités, c'est lui de respecter, de protéger et de réaliser les droits de l'homme. S'agissant de la peine de mort qui sera exécutée pour le Koulouna, ces défenseurs de droits de l'homme estiment que le Koulouna ont droit à la réinsertion sociale. Comme vous le savez, dernièrement, l'RDC est devenu membre du Conseil des Nations Unies aux droits de l'homme, membre permanent, ce qui sous-entend que l'RDC doit être compté parmi les États membres exemplaires, responsables en matière de responsabilité des droits de l'homme. Et comme l'examen périodique universel a fait dernièrement certaines recommandations, il va de soi pour l'État congolais de pouvoir les mettre en œuvre. Et cela va de soi également avec la peine de mort qui y a un fait qui contribue à la violation grave du droit à la vie parce que la vie est un droit sacré et nul ne peut être porté à perdre sa vie pour un quelconque fait ou infraction qu'il aurait commis. Pour rappel, le 10 décembre 1948, les 58 États membres qui constituaient alors l'Assemblée générale ont adopté la Déclaration universelle des droits de l'homme à Paris. Ces documents fondateurs, traduits dans plus de 500 langues différentes, continuent d'être pour chacun d'entre nous une source d'inspiration pour promouvoir l'exercice universel des droits de l'homme. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, et allié du président Félix Tshisekedi, estime que le vrai débat sur la révision de la Constitution sera lancé à l'issue du rapport que fera la commission que le chef de l'État mettra en place. Cette déclaration ressort du tête-à-tête tenu le lundi 9 décembre à l'issue d'un échange avec le président Félix-Antoine Tshisekedi. Pour lui, la question de la révision constitutionnelle n'est pas tabou. Nous avons balayé tous les secteurs de la vie nationale. Nous avons parlé du social des Congolais, de l'économie, et ceci nous ramène au développement. Bref, on a passé en revue les 145 territoires. En ce qui concerne la révision constitutionnelle elle-même, je voudrais rappeler aux uns et aux autres, évoquer cette question, ce n'est pas un tabou. C'est dans la même constitution, à l'article 218, où l'on prévoit le mode de sa révision et qui sont habilités à prendre une telle initiative. Au numéro 1, c'est indiqué le président de la République. Au numéro 2, c'est le gouvernement réuni en conseil des ministres. Au numéro 3, c'est chacune des chambres du Parlement par la moitié
de sa composition, c'est-à-dire la moitié des députés, la moitié des sénateurs. Au numéro 4, c'est la population congolaise par une pétition de 100 000 personnes. Mais alors, où est le péché? Je ne vois pas où est le péché. Nous sommes toujours dans la légalité constitutionnelle. Mais maintenant, quand on commence à réfléchir, certains préfèrent réfléchir à haute voix, d'autres à voix basse. Certains préfèrent aller trop vite en besogne, ce que le président n'a demandé à personne. Pour rappel, il y a quelques jours, le président Félix Tshisekedi a annoncé depuis sa visite officielle dans la ville de Kisangani sa volonté de modifier certaines dispositions de la Constitution. Il a promis pour ce faire la mise en place dès l'année prochaine d'une commission multidisciplinaire qui mènera de réflexions quant à ce. C'est à l'issue du rapport de cette commission que les options seront levées pour une révision constitutionnelle ou carrément un changement de la Constitution. Le rapport de la commission ad hoc sur l'insalubrité, les constructions anarchiques et les embouteillages dans la ville capitale, Kinshasa, a été présenté devant la représentation nationale le lundi 9 décembre lors de la plénière présidée par le premier vice-président de cette chambre, l'honorable Jean-Claude Chilumbai. Cette commission mise sur pied à la suite d'une motion d'information du député national Léonard Chiao-Kitundu a dans son rapport fait 3 principales propositions, des recommandations en termes d'action aux mesures de politique public. Le député national Matata Ponyo Mapan Augustin, président de la dite commission, a fait savoir des actions à impact visible et immédiat, des actions à impact atténuant ou conjoncturel et des actions à impact structurel. Kinshasa, la capitale, considérée aujourd'hui comme la ville la plus sale du monde, celle qui il y a quelques années, quelques décennies, était Kinshasa la belle, ne mérite pas de rester dans cet état. Nous avons utilisé une méthode scientifique pour déterminer les facteurs causaux, les facteurs aggravants et les facteurs entravants. Ce qui nous a permis de proposer des solutions à la fois à court terme, mais aussi des solutions à long terme. Mais nous ne manquerons pas de parler des solutions immédiates. Déclaré recevable par la majorité des députés nationaux présents à l'hémicycle, ce rapport a été par la suite soumis à un débat houleux qui a permis aux élus de se succéder au perchoir pour apporter leur contribution et donner leurs avis quant à ceux. Après plus de 3 heures de débat, la plénière à travers un vote a adopté ce rapport dont les recommandations seront envoyées au gouvernement pour application. Dès ce mardi 10 décembre 2024, les ménages congolais peuvent espérer un mieux-être socio-économique avec une baisse significative des prix de biens de première nécessité sur l'ensemble du territoire national. Une initiative cruciale qui répond à l'angoisse ressentie par la population face à la vie chère, véritable fléau économique. Les principaux importateurs du pays, en collaboration avec la Fédération des entreprises du Congo FEC, ont signé des accords à la primature sous l'égide de la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Cette rencontre, qui s'est tenue lundi 9 décembre 2024, a été marquée par la forte annonce des réductions de prix de produits essentiels tels que le poisson salé, le lait, le sucre, la viande, les cuisses de poulet et le riz. Nous avons travaillé pendant 3 mois avec le vice-premier ministre de l'économie et son cabinet. Et aujourd'hui, nous sommes très heureux. Nous sommes arrivés à un bon résultat qui arrange. J'espère cet résultat qu'elle va produire ses effets et qu'elle va satisfaire la population. Nous nous sommes engagés devant Madame la Première ministre, devant le vice-premier ministre de l'économie, à réduire certains produits de première nécessité. Nous allons les réduire à la baisse et nous allons continuer. Mpiodi ou tobenga ngo Thompson biloko cuisse de poule le riz biloko belé ezali na liste moko ya 8 ou 9 produits comme ça oyo ekokita na kopesa ngo surtout te mais après surtout ekokita
Le gouvernement a également confirmé sa décision de réduire certains prélèvements fiscaux, permettant ainsi aux consommateurs de bénéficier de prix plus accessibles. Par cette initiative, la chef du gouvernement fait respecter un des engagements du chef de l'État, Félix Tshisekedi, de redonner aux Congolais leur pouvoir d'achat et de lutter efficacement contre la vie chère. Le ministre de l'économie nationale et celui de finances ont travaillé sous le leadership de la première ministre pour parvenir à ces résultats notables. La première ministre avait alors signé un décret relatif à la lutte contre la vie chère qui consiste essentiellement à obtenir la baisse de prix des denrées alimentaires. Toutefois, selon le vice-premier ministre de l'économie nationale Daniel Mukoko-Samba, la vigilance est de mise. Il a souligné l'importance de la participation active de la société civile pour garantir la pérennité de ces avancées. C'est l'affaire de tout le monde. C'est aussi l'affaire de toutes ces associations de défense des droits des consommateurs. Hier, il dénonçait, il faisait circuler des tableaux montrant que les prix ont augmenté. J'espère qu'après-demain, ils vont faire circuler les tableaux qui montrent que les prix ont baissé et qui vont appeler la population à s'assurer que les prix baissent à tous les niveaux. C'est vraiment un appel que j'aimerais lancer. Il ne faut pas laisser ça au seul gouvernement, la société civile, les différentes associations. Protégeons ces mesures parce qu'elles vont dans l'intérêt général de la population congolaise. La première ministre Judith Suminwa-Tuluka a procédé ce mardi 10 décembre 2024 au lancement du forum régional de pays de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEEAC, sur l'enseignement et la formation technique et professionnelle, EFTP. Il s'agit d'une rencontre de haut niveau organisée par le Bureau pays de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, en collaboration avec le ministère national de la formation professionnelle. Axé sur les thèmes les FTP face au défi de l'employabilité des jeunes, axé sur les thèmes les FTP face au défi de l'employabilité des jeunes en Afrique centrale, quelle perspective pour la réalisation de l'objectif durable du développement 8. Ce forum a pour objectif de développer une stratégie régionale pour le développement de l'EFTP en Afrique centrale en vue d'améliorer la transmission de compétences, l'employabilité, le programme pour répondre aux demandes de transition numérique et verte ainsi que la mobilité de jeunes au sein des États membres de la CEEAC. Dans son allocution, la première ministre a réitéré de faire de la formation professionnelle un pilier majeur de la croissance économique et de l'amélioration. Conscient des enjeux et du rôle crucial de ce secteur dans le développement socio-économique de notre pays, mon gouvernement, sous l'impulsion de la vision définie par le président de la République, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, chef de l'État, dans le cadre de notre programme d'action 2024-2028, s'est engagé de manière forte, avec courage et détermination, à renforcer notre système éducatif en faisant de la formation professionnelle un pilier majeur de la croissance économique et de l'amélioration de la qualité de vie de notre population. De son côté, le ministre de la formation professionnelle, Marc Ekila, tient aux résolutions de ces assises pour l'avenir de l'EFTP. Je suis donc convaincu que ce forum nous permettra de dégager des priorités stratégiques concrètes pour l'avenir de l'enseignement technique et la formation professionnelle et je m'engage à cet effet à soutenir activement les résultats qui en découleront. C'est donc en unissant les efforts que nous réussirons à construire dans notre région un système de l'enseignement technique et de la formation professionnelle capable de préparer nos jeunes à relever les défis de demain et à concrétiser ce que j'appelle déjà une diplomatie agissante et mobile de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Dans son programme d'action, le gouvernement souminois a fait de la formation professionnelle un levier important pour l'employabilité de la jeunesse. En son pilier 4, il est notamment prévu la construction et le renforcement de centres de formation professionnelle et d'apprentissage de métiers pour contribuer à l'éradication de la délinquance et au chômage de jeunes.
Les états généraux des entreprises du portefeuille de l'État se déroulent au centre financier de Kinshasa depuis lundi 9 décembre 2024. Lancé par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, ces assises placées sous le thème « Faire du portefeuille de l'État un puissant levier de la croissance économique et du développement social de la RDC » prendront fin le 14 décembre. L'objectif poursuivi est de réfléchir sur les solutions nécessaires au redressement des entreprises publiques confrontées à des défis structurels et managériaux. Lors de sa prise de parole, le président de la République a rappelé l'enjeu des États généraux qui consiste à transformer les entreprises publiques en un moteur dynamique de développement. Nous avons devant nous une opportunité unique, transformer nos entreprises publiques en véritables piliers d'une République démocratique du Congo prospère, juste et inclusive. Je vous invite donc à aborder ce processus avec détermination et pragmatisme afin que ces assises marquent le véritable point de départ d'une transformation profonde, durable et irréversible de nos entreprises publiques. Sur ce, je déclare ouverts les états généraux des entreprises du portefeuille et souhaite plein succès aux travaux y afférents. Les entreprises devront non seulement générer des revenus et créer des emplois, mais également améliorer directement le bien-être des Congolais. Ces travaux vont réunir pendant 6 jours plusieurs personnalités venues des différents horizons étatiques pour trouver des solutions susceptibles de participer au redressement des entreprises de l'État. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba, a reçu le lundi 9 novembre la délégation de la Banque européenne d'investissement, conduite par Madame Svetla Stoeva, responsable des activités de la BEI en Afrique centrale et australe, venue annoncer un appui financier dans les domaines prioritaires du gouvernement provincial de Kinshasa, notamment l'assainissement de la ville, la mobilité urbaine et le numérique. L'autre but étant également de contribuer dans le traitement des déchets à travers la ville de Kinshasa. Svetla Stoeva a fait savoir que cette rencontre de travail a permis d'examiner quelques pistes pour l'aboutissement de ce projet. J'ai eu le grand plaisir de discuter. On a eu une discussion très fructueuse et très prometteuse avec son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, sur les domaines prioritaires de la ville pour les investissements dans un futur proche, pour voir comment la BEI peut soutenir ses priorités. La BEI envisage d'examiner plusieurs pistes de soutien pour la ville de Kinshasa, telles que les déchets solides, le traitement des déchets solides, le traitement des eaux usées et eaux pluviales et autres investissements qui sont liés au changement climatique, à la lutte contre le changement climatique et l'adaptation climatique, et aussi ce qui concerne les transports urbains. Donc la mobilité urbaine est une grande priorité pour nous et je pense que ce soit une grande priorité aussi pour Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa. À en croire Madame Svetla Stoeva, la BEI est la plus grande banque multilatérale au monde ayant des ressources disponibles avec l'Union européenne qui interviennent dans le sens des subventions. Le politologue et journaliste d'investigation Charles Onana a été reconnu coupable de contestation publique de l'existence d'un crime contre l'humanité. La 17e chambre du tribunal correctionnel de Paris a condamné Charles Onana à 8 400 € d'amende pour négation du génocide de Tutsis du Rwanda et son éditeur Damien Seriex, édition de l'Artilleur, devra verser 5 000 € d'amende en tant que responsable principal des propos publiés. Débuté lundi 7 octobre 2024, le procès Onana faisait suite à certaines révélations que l'on trouve dans les livres de Onana, parus en 2019, Rwanda, la vérité sur l'opération turquoise. L'auteur y remet en cause la planification du génocide des Tutsis au Rwanda, qualifiant cette thèse de l'une des plus grandes escroqueries du XXe siècle. Il y avance également l'idée d'un double génocide impliquant à la fois Tutsis et Hutus. Plusieurs Congolais s'étaient mobilisés pour soutenir Charles Onana, qui selon eux est victime d'une conspiration nourrie par le régime Kagame. Il s'agissait entre autres
l'encontre du docteur Mukwege, Pichibanda et Justin Bitakwira. Charles Onana et son éditeur devront également verser un montant total de 11 000 € aux différentes associations de défense des droits humains qui s'étaient constituées partie civile dans ce procès. Par ailleurs, les deux condamnés ont tout de suite fait appel, signalant que l'écrivain Onana risque 115 jours de détention en cas de non-paiement de l'amende. Pour être devant le parvis du tribunal, elle est jusqu'à là.